Soyez les bienvenus dans cet auditorium international des conférences de Sorbonne Université. J'en profite également, puisque la liaison est rétablie, pour saluer les internautes qui peuvent nous suivre en direct sur le web depuis le site de Sorbonne Université. Et je vous remercie d'être aussi nombreux pour répondre présent à ce rendez-vous, à cette 6e édition du concours Ma thèse en 180 secondes de Sorbonne Université. Je suis Alexandra Dequesnel. J'ai l'immense honneur d'animer ce grand rendez-vous de culture, de science, de partage autour de la recherche aujourd'hui. Et pour ouvrir sans plus attendre officiellement cette soirée, je vais demander à Madame Muriel Humbauer, directrice du Collège des écoles doctorales de Sorbonne Université, ainsi que par la suite à Monsieur Jean Chambaz, président de Sorbonne Université, qui vont prendre la parole pour ouvrir officiellement ce concours. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette édition 2019 du concours Ma thèse en 180 secondes de Sorbonne Université. Donc vous allez entendre ce soir 16 candidates, candidats, doctorants et docteurs de Sorbonne Université et de ses établissements partenaires que sont le Muséum national d'histoire naturelle et l'Université de technologie de Compiègne. Donc avec le jury, vous désignerez 2 lauréats qui défendront les couleurs de nos établissements à la demi-finale nationale qui se déroulera début avril à Paris. Alors ce concours, pour nos établissements, il est extrêmement important puisqu'il est l'occasion de montrer la diversité et la richesse des recherches qui y sont menées et de mettre en valeur leur formation doctorale. Les candidats vont ici relever un défi important qui exige d'excellentes qualités et d'excellentes capacités de synthèse et de communication, qui sont en fait des compétences transférables que se doit de maîtriser tout docteur. À Sorbonne Université, une part importante de nos efforts vise au développement de ces compétences transférables, acquises en premier lieu à travers la réalisation du projet de recherche doctorale, bien sûr, mais aussi à travers des activités complémentaires telles que l'enseignement, la médiation ou l'expertise, et une large palette de formations proposées par le collège doctoral. Donc je suis contente de constater que vous êtes, comme l'année précédente et comme les années précédentes, très nombreux à être venus encourager nos candidats. Ce concours suscite effectivement beaucoup d'enthousiasme. Et on peut mesurer cet enthousiasme en regardant le nombre de pays qui participent à ce concours international. Ce nombre est croissant et pour cette année, il y aura au total 18 pays représentés. L'autre aspect est également l'écho que ce concours rencontre dans les médias. Alors on peut se poser la question, pourquoi un tel succès ? Du côté des participants, les chercheurs ont pris conscience qu'il leur incombait de nourrir le débat public et d'éclairer les citoyens sur les enjeux sociétaux, en particulier dans un contexte où une information fiable ne va pas toujours de soi. Et ce concours montre que les doctorants, chercheurs en formation, adhèrent totalement à cette démarche. Pour le public, le format de ce concours est séduisant. Il reflète de multiples aventures personnelles, faites de passion, de persévérance et de travail, et chaque candidat incarne l'une de ces aventures. Par ailleurs, l'intérêt du citoyen pour la recherche va en grandissant, et ce format permet d'avoir accès en un temps limité à des thématiques très diverses et variées. Ceci est aussi révélateur d'une époque où tout doit aller vite. Tout doit aller vite, certes, mais il faut bien avoir en tête et ne pas oublier que ces 3 minutes sont le fruit de plusieurs années de travail ardu et rigoureux, dont le cheminement n'a pas toujours été linéaire. Et les travaux de recherche ont conduit le doctorant vers des terrains inexplorés et parfois même complètement inattendus. 180 secondes, c'est le temps que j'avais pour vous présenter ce concours. J'espère que je m'y suis tenue et je souhaite bonne chance à tous les candidates et les candidats. Et je vais maintenant passer la parole à Jean Chambaz, président de Sorbonne Université, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et je l'en remercie vivement.
Et il a aussi 3 minutes. On va essayer de faire moins, ce qui est toujours très dangereux. C'est pas un honneur, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Je voudrais évidemment remercier le jury qui consacre son temps. Tout le monde va participer à la nomination des lauréats, mais c'est évidemment le jury qui va avoir un rôle particulièrement important. Donc merci d'être là, merci surtout aux candidats de se présenter devant nous. Muriel a tout dit, donc il ne me reste plus grand-chose. Je crois qu'une des caractéristiques du doctorat, c'est de se placer dans un effort considérable hors de sa zone de confort, et vous gravissez une marche de plus en vous plaçant encore plus loin de votre zone de confort pour expliquer clairement, en 3 minutes, quelque chose de très compliqué auquel vous ne comprenez peut-être pas tout à fait tout vous-même d'ailleurs, puisque le processus de connaissance est un processus continu. C'est, comme l'a rappelé Muriel, quelque chose d'extrêmement important pour l'ensemble des scientifiques aujourd'hui. Dans un monde de l'instantanéité et des fake news, il faut donner du sens, il faut permettre le recul et en même temps il faut aller vite. J'aurais aimé, chaque année je le dis et ce n'est jamais suivi des faits malheureusement, j'aimerais que ce soit un temps obligatoire de la soutenance de thèse, plutôt que ces longues soutenances préparées dans le laboratoire, être capable de présenter en 3 minutes pour un public non averti l'essentiel de ce à quoi vous avez consacré ces 3 ou 4 années de votre vie serait la meilleure évaluation possible de la maîtrise de ce que vous avez fait et de l'apport que vous avez donné aux connaissances. Donc c'est un moment tout à fait important, c'est une responsabilité forte du milieu scientifique et des universités que de communiquer vers la cité, et c'est un bonheur, je pense, pour chacune et chacun d'entre nous ici dans la salle de se dire qu'avec vos 16 présentations, on va avoir l'impression, 3 minutes après 3 minutes, de comprendre la science de disciplines auxquelles on pensait ne jamais rien comprendre. Donc un très grand merci à vous de nous offrir cette possibilité. Merci Monsieur le Président, merci Madame Humbauer. Je pense que cette description de la sortie de la zone de confort nous promet à tout point de vue une soirée exceptionnelle. Premier caractère exceptionnel peut-être. Je ne sais pas si vous êtes au fait de la réputation des doctorants. Il paraît qu'un doctorant passe sa vie au labo, ou pour certains dans les archives. Donc premier fait exceptionnel ce soir, il n'est même pas 18h30 et nous en avons 16 réunis dans la même salle, en dehors d'un laboratoire, pour nous et rien que pour nous. Donc ça, premier fait exceptionnel de la soirée. Ils sont effectivement 16 doctorantes, doctorants, ou pour certains déjà docteurs de Sorbonne Université. Ils sont issus de la faculté des lettres, de la faculté des sciences ou d'établissements partenaires comme l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne, ou le MNHN, le Muséum national d'histoire naturelle. Alors maintenant que leur discipline touche à la santé, à l'environnement, à l'histoire ou la préhistoire, à l'ingénierie, la physique, la chimie, la biologie ou encore la musique, ils vont tous ce soir pour vous relever le défi de vous présenter leurs travaux en 3 minutes maximum. Et ça, très sincèrement, je crois que ça mérite vos encouragements. J'en profite pour rappeler que ma thèse en 180 secondes est en fait un concours international francophone qui est porté pour la France par la Conférence des présidents d'université et le CNRS. Et notre partenaire ce soir est la MGEN. Je vais maintenant enfin vous les présenter. Ils sont tous là. Ils sont assis à ma gauche, en bas de la salle. Je vais vous les présenter par leur ordre d'intervention ce soir. C'est un ordre qui a été tout simplement tiré au sort. Et c'est également l'ordre sur lequel ils figurent dans les petites fiches qui vous ont été distribuées à l'entrée et qui vous serviront de bulletin de vote à l'issue des présentations. Nous aurons donc ce soir le plaisir d'écouter dans un premier temps Nicolas Dubos, Lilandra Boulet, Diliana Dimitrova, Bertie Martinez, Yes Riddle, Evina Selaya, Eslem Benarous et Nour Al-Rifaï. Après ce premier passage de 8 candidats, nous ferons tous une petite pause de 15 minutes pour nous dégourdir un peu les jambes et les neurones, ça fait toujours du bien.
reprendre un petit peu d'air et repartir pour la suite de la soirée avec les 8 candidats suivants, qui sont Cardilia Simon, Geoffrey Migaud, Amy Kyle, Sarah Lamaison, Augustin Lerebourg, Pauline Monod, Boris Vinogradov et pour terminer, Alexandra Sauvêtre. Donc vous l'aurez compris, je le répète quand même encore une fois, ils auront chacun 3 minutes et pas une de plus pour transmettre leur passion et vous présenter en termes simples et néanmoins convaincants bien sûr, plusieurs recherches de haut vol, recherches encore en train de se faire en plus, sur des thématiques toutes aussi pointues les unes que les autres bien sûr. Et pour seul support, ils n'ont le droit qu'à leur propre talent et s'ils le souhaitent, une diapositive qui sera projetée sur l'écran qui est juste au-dessus de moi. Ce soir, il y aura 2 lauréats à l'issue de cette soirée, le prix du public et le prix du jury. Ces 2 lauréats auront pour mission de représenter Sorbonne Université pour les étapes suivantes du concours. Muriel Humbauer vous parlait de la demi-finale qui se tiendra en avril à Paris. Cette demi-finale réunira 60 candidats venus de toute la France. Donc charge aux 2 lauréats de ce soir de se distinguer parmi ces 60 demi-finalistes pour faire partie des 16 qui partiront pour la finale nationale qui se tiendra le 16 juin à Grenoble. Et à l'issue de cette finale nationale sera sélectionné le représentant de la France pour la finale internationale qui cette année aura lieu à Dakar le 26 septembre. Vous pouvez déjà noter toutes les dates dans vos agendas pour pouvoir les suivre le plus longtemps possible. Quelques petites précisions quand même pour la sélection de ce soir. Le prix du public, ça vous l'avez deviné, c'est vous dans la salle qui aurez pour mission de l'attribuer. Et pour ça, vous avez tout simplement des bulletins qui vous ont été donnés. Il vous suffira de mettre une croix en face de votre candidat coup de cœur à l'issue des 16 propositions qui vous auront été faites ce soir. Le prix du jury, ce sont eux, ils sont là, sagement assis au premier rang. Ils sont 5 et c'est eux qui vont devoir attribuer le prix du jury ce soir. Je vais les inviter à me rejoindre sur scène pour vous les présenter, si vous voulez bien me rejoindre. Bienvenue. Mesdames et messieurs les membres du jury, merci de votre implication pour ce concours. Merci du temps que vous leur consacrez. Alors, si je vous fais venir sur scène, c'est aussi un tout petit peu quand même pour vous mettre quelques secondes dans la peau des candidats, pour ressentir un petit peu le feu des projecteurs, l'appétit impatient du public qui est devant vous, les caméras et bien sûr aussi le micro. Donc pour ça, je vais passer la parole à chacun de vous pour vous demander un petit regard sur ce concours, un petit mot d'encouragement éventuellement pour les 16 valeureux candidats qui attendent patiemment leur tour. Je vais commencer avec Lionel Breton. Vous êtes président du jury ce soir. Vous êtes directeur scientifique recherche avancée chez L'Oréal et professeur à l'université McGill. Je vous donne un micro dont j'ai enlevé la position mute. Merci. Déjà, merci à l'organisation de m'avoir invité ce soir. Bienvenue à tous. Beaucoup de gens dans cet amphithéâtre, donc soyez bons, comme on dit au Québec. Et puis, un message particulier pour les candidats. J'en ai vu quelques-uns qui étaient ultra stressés. Je vais simplement vous faire une petite recommandation. La recherche, c'est un métier de conviction. Donc, ce qu'on vous demande simplement aujourd'hui, c'est de partager vos convictions en 3 minutes. Ça, c'est la première chose. Donc, ça doit être facile parce que ça vient du cœur, plus que de l'esprit. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas totalement anecdotique, ce prix de 180 secondes, parce que vous avez probablement 1 ou 2 ou 3 personnes scientifiques ou autres que vous souhaiteriez rencontrer dans la vie. Et quelquefois, vous les rencontrez dans un aéroport, dans un ascenseur, ce qu'on appelle un elevator pitch, ou ailleurs. Et vous aurez 3 minutes pour convaincre cette personne que ce que vous faites va lui apporter beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, c'est un exercice, et peut-être que demain, ça sera dans la vraie vie. Bienvenue en tout cas, et bonne chance. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous présenter Annick Clément. Annick Clément, vous êtes vice-présidente sciences, culture et société pour Sorbonne Université.
Alors, j'ai envie de dire quand même quelle meilleure plateforme que le concours Ma thèse en 180 secondes pour permettre la rencontre sciences, culture, société. Et du coup, peut-être que vous avez un petit mot à adresser aux candidats pour les encourager à continuer dans cette voie. Merci. Donc effectivement, je porte la mission Sciences, Culture et Société, c'est-à-dire la diffusion des savoirs et l'interaction avec la société pour une meilleure intelligence collective, comme on peut dire. Tout un programme pour vous. Beaucoup de choses ont été dites. Ce que je voudrais vous recommander, si je peux me permettre, c'est d'interagir avec nous avec passion et enthousiasme. Je pense que comme ça, vous ferez passer tous vos messages, mais c'est les deux mots qui me viennent à l'esprit et j'espère que vous allez pouvoir avoir cette passion et cet enthousiasme et c'est comme ça que certainement vous ferez passer vos messages. Bon courage. Merci beaucoup, Madame Clément. Je profite du fait que vous soyez juste à côté de moi pour vous confier encore plus facilement le micro. C'est pratique. Olivier Lascar, vous êtes rédacteur en chef du pôle digital du magazine Sciences et Avenir. Et à ce titre, vous êtes bien placé pour connaître non seulement la difficulté de la vulgarisation d'un travail de recherche, mais aussi sans doute l'enjeu de savoir être bref et percutant. Oui, je dirais que qui peut le plus peut le moins. Donc si en 180 secondes, vous arrivez à faire passer un message scientifique fort et cortiqué et compréhensible, c'est formidable parce que quand plus tard, dans d'autres circonstances, vous aurez un peu plus de temps pour le déployer, eh bien, vous toucherez la compréhension de votre public. Ça a été dit précédemment, on est à une époque où, au niveau des sciences, d'abord les sciences sont partout dans la société, les sciences et la technologie sont vraiment partout dans la société, et on entend à leurs propos à peu près n'importe quoi, souvent émis par des personnes qui n'ont pas du tout autorité pour émettre des messages à son sujet, mais ce sont elles auxquelles on tend un micro. Je ne parle pas pour moi en l'occurrence là. Donc il est très important qu'aujourd'hui les scientifiques sortent des fameux labos dont on a parlé à l'instant pour devenir résolument des acteurs de la société. On a besoin de scientifiques qui s'engagent dans la société civile, dans la société politique, dans les médias, partout. Il faut entendre leur voix parce que leur voix est celle de la raison. Merci beaucoup. Je passe le micro maintenant à Véronique Boudon-Millot. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, rattachée à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Et vous encadrez régulièrement des doctorants dans leurs travaux de recherche et vous donnez vous-même d'ailleurs régulièrement des conférences. Donc vous avez peut-être justement dans ce cadre de l'accompagnement professionnel des futurs chercheurs qu'ils sont, un petit mot tout particulier à leur adresser. Bien sûr, alors je voudrais surtout les féliciter, les encourager d'avoir consacré le temps nécessaire à cette préparation. C'est pas facile de prendre la parole en public, ils vont en faire l'expérience, mais c'est une expérience qu'ils vont vivre très souvent, ils vont la répéter dans leur vie personnelle, professionnelle, mais aussi, et là c'est la directrice de recherche au CNRS, directrice de labo qui parle, mais aussi à l'intérieur de leur laboratoire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais il y a un mot que je n'ai pas entendu, ou alors j'ai été distraite, c'est celui d'interdisciplinarité, transdisciplinarité. Et lorsqu'on veut expliquer à ses collègues qui ne sont pas spécialistes ce que l'on est en train de faire pour pouvoir mieux travailler avec eux, eh bien je crois qu'un exercice comme celui auquel vous allez vous livrer ce soir est très utile. Donc bravo d'avoir pensé à vous présenter et à participer. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. 5e membre de ce jury ce soir, Béatrice Biancardi. Je ne sais pas s'il est encore nécessaire de la présenter. En tout cas, s'il y en a qui ont assisté à l'édition 2018 de Ma thèse en 180 secondes Sorbonne Université, ce visage et cette voix vous parlent forcément. Béatrice est la lauréate, prix du jury de l'édition de l'année précédente. Alors finalement, je crois que j'ai juste une question pour toi. Oui. Quelle est la meilleure place ? Ici avec le jury ou là-bas avec les candidats ? Je dirais ce soir. Voilà. Je sais bien que ce qui se passe dans la tête des candidats, donc c'est moins stressant là-bas. Eh bien, merci beaucoup pour vos mots d'encouragement.
Je vous laisse regagner vos places et je vous souhaite de vous régaler avec les 16 présentations à venir. 16 présentations qui doivent être cortiquées, pleines d'enthousiasme. Faites vivre votre passion, tout simplement. Voilà. Bon, un dernier point quand même avant de commencer. Je sais que tout le monde devient très impatient, mais un dernier point essentiel quand même, c'est un tout petit rappel des règles de ce concours, histoire que tout le monde parte sur les bonnes bases. Le règlement du concours Ma thèse en 180 secondes indique précisément que les doctorants doivent présenter en 3 minutes et pas une seconde de plus leur sujet de recherche à un auditoire qualifié de profane et diversifié. Donc les profanes et diversifiés, c'est vous. Chaque participant doit donc faire un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Pour chaque présentation, c'est le candidat lui-même qui fait un signe pour lancer le chronomètre et allumer la diapositive s'il a choisi d'être accompagné par une diapositive. Cette diapositive doit être non animée et sera affichée derrière lui d'un bout à l'autre de sa présentation. Une fois lancé, le chronomètre ne peut en aucun cas être arrêté, sauf sur décision du président du jury en cas de problème technique majeur, comme par exemple piocher au hasard une coupure de courant. Un buzzer retentira quand les 180 secondes seront écoulées et aucune seconde de tolérance ne sera accordée. Tout dépassement du chronomètre entraînera la disqualification du candidat. Et le jury aura donc pour mission d'évaluer les participants sur leur éloquence et sur la qualité de vulgarisation de leurs travaux de recherche. Voilà, vous savez tout. Et maintenant, place à la compétition. Alors, chers candidats, je vous rappelle une dernière fois la procédure pour démarrer tranquillement. Je vais vous appeler chacun à votre tour par votre nom. Je vais présenter le titre officiel de votre thèse au public. Je vais vous confier un micro, m'asseoir devant vous et j'attendrai votre signal pour faire retentir la cloche qui déclenche le chronomètre et votre visuel. Pour ouvrir le bal de cette édition 2019 du concours Ma thèse en 180 secondes de Sorbonne Université, je vous demande d'accueillir et d'encourager Nicolas Dubos. Nicolas Dubos est déjà docteur depuis décembre 2017. Il nous vient du Muséum national d'histoire naturelle et plus précisément de l'école doctorale Sciences de la nature et de l'homme, écologie et évolution. Le titre de sa thèse est « Réponse phénotypique aux fluctuations environnementales, quelle influence du climat sur la taille corporelle des passereaux en France ?» Mesdames et messieurs, Nicolas Dubos. Un jour, on a remarqué que là où il fait chaud, un animal là-bas est souvent moins gros. Souvent chez les oiseaux ou encore chez les mammifères. Prenons par exemple un ours polaire. Celui-ci est plus gros que son cousin en Malaisie. Ça, c'est un exemple extrême, mais ça marche aussi ici. Un rouge-gorge à Paris, où il fait un peu tiède, sera moins gros que son tonton au milieu de la Suède. Ce n'est pas une campagne de prévention contre les sucreries, c'est la règle de Bergman, en biogéographie, qui dit que les grands gardent mieux la chaleur que les petits. Donc s'il fait chaud, que tu es trop gros, tu risques une hyperthermie. J'en ai fait l'expérience, tiens, pas plus tard qu'hier, ma tasse de café qui refroidit plus vite que la cafetière. Donc des échanges thermiques. Là, je vous parle de physique, mais il existe aussi des facteurs biologiques. Dans le nord, quand l'ours sort, il fait un froid sévère. Il n'y a plus rien à manger, donc tu meurs en hiver. Mais si tu es plus grand, tu as plus de réserves. Peut-être que là, tu survis, ton corps est une boîte de conserve. De l'équateur vers les pôles, si j'ai bien compris, c'est le climat qui contrôle. Et s'il fait froid, tu grandis. Mais pourquoi? Tiens, c'est drôle, je vous parle de ça aujourd'hui. Je vous parlais de climat, mais surtout de température. Vous savez peut-être que le climat change et que les temps sont durs. Que fait la biodiversité face au changement climatique? Eh bien, ça dépend des espèces, parfois c'est dramatique. Une question pour survivre, comment trouver du froid? Donc bougeons vers le nord, ça sera moins chaud là-bas.
Et c'est la première des réponses, changer de place. La biodiversité répond en changeant dans l'espace. Mais comment je fais si je ne peux pas bouger? Tu n'as qu'à décaler ta période d'activité. La marmotte, par exemple, fait ses enfants plus tôt. Le serpent chasse plus tard dans la nuit pour choper des mulots. Et c'est la deuxième des réponses au réchauffement. La biodiversité répond en changeant dans le temps. Je veux bien, dit le rouge-gorge, mais il y a un truc qui me gêne. Ma période d'activité est gravée dans mes gènes. En plus, ma maison, mon habitat est ici. Ça ne serait pas plus simple si j'étais juste plus petit? Et c'est la troisième des réponses au changement climatique. La biodiversité répond dans les bilans énergétiques. Et c'est ce sur quoi portent mes travaux de recherche. On sait maintenant que le climat et la taille sont de mèche. Mais si le climat change dans le temps, les animaux vont-ils changer de taille pour autant? Pour le savoir, j'utilise un jeu de données immense. Des volontaires qui mesurent des oiseaux dans toute la France. Fort intéressant ces histoires de petits et de grands. Mais pour la biodiversité, dis-moi en quoi c'est important? Eh bien, en ces temps de grandes variations climatiques, la taille va changer tous les bilans énergétiques. Elle affecte la survie des espèces sur Terre. Ça peut même changer ta place dans la chaîne alimentaire. L'attention donnée à la taille ces derniers temps, elle monte. Et croyez-le ou pas, la taille, ça compte. Nicolas Dubos. Docteur et poète. Parce qu'il y en a comme ça, le défi des 3 minutes, ça leur suffit pas. Voilà. En plus, en passant en première position, il a fallu qu'il se rajoute un défi supplémentaire, le chant. Alors moi, je suspecte que c'est peut-être d'avoir passé un tout petit peu trop de temps à étudier les oiseaux. Et maintenant, il est intimement convaincu que la meilleure manière de communiquer avec ses semblables, c'est le chant. Voilà. En tout cas, c'est une sacrée dose d'énergie pour rentrer de plein pied dans ce concours. Merci beaucoup, Nicolas. Candidate suivante, je vais demander à Lilandra Boulet de me rejoindre. Lilandra vient de l'école doctorale Sciences pour l'ingénieur et le titre de sa thèse est « Culture de cellules hépatiques dans des cryogels pour l'ingénierie tissulaire du foie ». Mesdames et messieurs, Lilandra Boulet. Savez-vous à quoi sert votre foie? Régulation du taux de cholestérol dans le sang, transformation de l'aspirine pour éviter les maux de tête, élimination de l'alcool pour reprendre le volant. On lui attribue plus de 300 fonctions. Et il n'a pas encore livré tous ses secrets. On cherche encore aujourd'hui à comprendre certaines de ses fonctions. Pour ça, il suffirait d'étudier les cellules du foie en laboratoire. Ces expériences dites in vitro que vous connaissez peut-être. Exact, mais pas si simple que ça. Quand les cellules déménagent du corps humain au laboratoire, elles ne sont plus les mêmes. Leur environnement chamboulé, cultivé sur des surfaces planes et sans vascularisation, elles perdent leur fonction. Et oui, les cellules se sont trouvées fort perdues quand les tests in vitro sont apparus. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, en 2019, nous n'avons toujours pas de modèle de foie fiable en laboratoire. Mon travail, développer une nouvelle méthode pour cultiver ces cellules du foie dans des conditions plus proches de celles de corps humain. Pour ça, on pourrait dire que je suis en quelque sorte une architecte d'intérieur qui cherche à accueillir ces cellules dans un nouveau logement in vitro qui leur conviendrait mieux. Pour ça, je dois connaître leur maison d'origine. Et savez-vous à quoi ressemble votre foie? Une éponge gorgée de sang. Oui, c'est un projet inhabituel pour un architecte, mais je relève le défi. Voici mon projet. Je pars du logement de base, utilisé depuis quelques années déjà, la puce. Pas n'importe quelle puce. La puce microfluidique. En silicone, transparente, pas chère, surface habitable 1,5 cm², hauteur sous plafond 0,2 mm. Son point fort, un fluide la traverse pour imiter la circulation sanguine.
Vient ensuite ma touche personnelle. Je meuble l'intérieur de cette puce d'un cryogel d'alginate. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte d'éponge, comme celle de votre cuisine, faite avec un matériau naturel de l'algue brune. Je finis par tapisser toutes les surfaces, du sol au plafond, d'une molécule avec laquelle les cellules aiment bien s'accrocher, le collagène. Ce petit nid douillet est alors prêt à accueillir les cellules du foie. Et je peux vous dire que ça marche plutôt bien. Mes résultats ont montré qu'après un bail de 7 jours, elles se portent à merveille. Je peux maintenant prolonger ce temps et étudier les fonctions des cellules dans ce nouvel environnement. Et dans le futur, pourquoi ne pas essayer la colocation ? Ajouter en plus des cellules de vaisseau sanguin pour recréer un vrai mini-foie dans cette puce. Se rapprocher encore plus de la réalité de cet organe pour mieux l'étudier, comprendre ses fonctions et traiter ses maladies. On va y arriver. J'ai foi en toi, ma puce. Merci. Lilandra Boulet. Alors, je suis obligée de faire un petit clin d'œil parce que Lilandra, ce soir, est l'une des 2 représentantes de l'Université de technologie de Compiègne. Et mon clin d'œil vient du fait que les trajets en train Compiègne-Paris ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Et les 2 candidates ce soir, il faut savoir qu'on a beaucoup de chance de les avoir parmi nous parce qu'ils ont dû braver pas mal d'aventures rocambolesques avec les lignes de train pour pouvoir se rendre aux présélections pour la soirée d'aujourd'hui. Mais ils ont réussi à le faire avec pas loin de 3 heures de retard, je crois. Mais voilà, leur passion a dépassé tout ça. Ils ont réussi à trouver, je ne sais comment, le moyen de nous rejoindre, d'être sélectionnés pour ce soir et de pouvoir partager leur projet de recherche avec vous. Donc voilà, c'était mon petit clin d'œil pour vous. Troisième candidate ce soir, j'appelle Diliana Dimitrova. Diliana vient de l'école doctorale Complexité du vivant et le titre de sa thèse est « Étude fonctionnelle d'une ARN méthyltransférase impliquée dans les voies de répression des petits ARN non codantes Mi, Si et Pi ARN ». Mesdames et messieurs, Diliana Dimitrova. C'est la saison de la grippe et des rhumes. Est-ce qu'il y a des gens enrhumés dans la salle? Levez la main. Oui, oui, oui. Ce n'était pas difficile de répondre à cette question. On connaît tous les symptômes d'un rhume. On a le nez qui coule, on a mal à la tête et on ne se sent pas très en forme. Maintenant, imaginez que vous avez trop de cholestérol dans le sang. Imaginez. Ce n'est pas évident, on ne peut pas vraiment savoir. Il faut aller voir un médecin, faire des tests sanguins. Là, dans notre sang, le médecin peut détecter la molécule de cholestérol et nous dire « Ah, attention, vous en avez trop, vous risquez des soucis cardiovasculaires. » C'est utile de pouvoir détecter des molécules spécifiques dans notre sang, des biomarqueurs qui nous indiquent la présence ou l'arrivée d'une maladie. Ça permet d'adapter notre mode de vie, de prendre des médicaments. Malheureusement, on n'a pas ça pour toutes les maladies. Par exemple, la déficience intellectuelle. Aujourd'hui, pour la diagnostiquer, il faut faire des tests d'intelligence, des petits calculs de maths, mais on ne peut pas demander à un enfant de 3 ans de faire des calculs de maths. Alors, on fait des tests génétiques. Mais les tests génétiques, tout ce qu'ils nous disent, c'est s'il y a ou pas une mutation quelque part. Ils ne nous disent pas si cette mutation cause la maladie. De plus, ils coûtent cher. Dans ma thèse, je m'intéresse justement à un cas spécifique de déficience intellectuelle. La mutation dans un seul gène suffit pour causer cette maladie qui touche les hommes et qui s'appelle déficience intellectuelle non syndromique. Non syndromique, ça veut dire que les symptômes peuvent varier d'un patient à l'autre, ce qui rend le diagnostic difficile. Le point commun reste qu'ils ont tous des capacités intellectuelles diminuées et ils ont du mal avec des tâches de la vie de tous les jours comme lire, écrire, aller faire ses courses au magasin. Alors j'essaie de trouver des biomarqueurs dans leur sang pour détecter la maladie plus tôt, pour mieux accompagner les malades ainsi que leurs proches. Pendant la première partie de ma thèse, j'ai fait 2 choses importantes. Première chose, je vous ai dit que la mutation dans un seul gène suffit pour causer la maladie. Mais on ne peut pas faire tout et n'importe quelle expérience chez l'homme pour l'étudier. Alors j'ai identifié ce même gène, mais chez la mouche.
En effet, en biologie, on utilise souvent la mouche en tant qu'organisme modèle. Deuxième chose importante, j'ai fait différentes expériences chez la mouche et j'ai identifié des molécules spécifiques qui s'accumulent davantage justement quand le gène en question est muté. Maintenant, j'essaye de voir si c'est pareil chez l'homme. Je suis en train d'utiliser cette fois-ci des cellules qui proviennent du sang des patients et je les compare avec des sujets sains. Les fameuses molécules dont je vous parle s'appellent des fragments d'ARN de transfert. Et aujourd'hui, il existe des technologies pour les détecter dans le sang. Détecter une déficience intellectuelle ne serait jamais aussi simple que détecter un rhume. Mais grâce aux biomarqueurs du futur, on peut arrêter de demander le théorème de Pythagore à des enfants de 3 ans. Merci. Merci beaucoup. Sur le fil. Parfait. Diliana Dimitrova. Quatrième candidate ce soir, je vous demande d'accueillir Bertille Martinez. Bertille, tu appartiens à l'école doctorale physique et chimie des matériaux et le titre de ta thèse est « Développement d'une nouvelle génération de caméras infrarouges à base de nanocristaux ». Mesdames et messieurs, Bertille Martinez. Imaginez-vous la nuit au volant de votre voiture. En général, vous n'êtes pas très rassuré. Et vous avez bien raison. En effet, à cause de la mauvaise visibilité, un accident est vite arrivé. Pour nous aider, il faudrait qu'on ait dans nos voitures des caméras qui voient la nuit. Mais comment ça marcherait? Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand on chauffe très fort un métal, ce dernier émet de la lumière rouge? Et quand on le chauffe encore plus fort, il émet de la lumière blanche. Mais quand on ne le chauffe pas alors? Eh bien, il émet toujours de la lumière. Sauf qu'on ne peut pas la voir avec nos yeux. C'est de la lumière infrarouge. Et il n'y a pas que les métaux, tous les objets, les animaux et les êtres humains en émettent. Et des caméras infrarouges sont capables de la détecter de jour comme de nuit. Alors, les caméras infrarouges, ça existe déjà. Et pourtant, on n'en trouve pas dans nos voitures. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles sont trop chères. Et le but de ma thèse, c'est de développer une nouvelle technologie pour pouvoir baisser le prix. Pour cela, j'ai besoin d'un matériau qui va vérifier 3 critères. Critère 1, être facile à fabriquer. Critère 2, absorber les infrarouges, bien sûr. Et critère 3, il faudrait qu'il convertisse cette absorption des infrarouges en quelque chose de facile à mesurer. Un courant électrique, par exemple. Parmi les rares candidats, on trouve les particules de tellure de mercure. Ces particules se synthétisent facilement et en plus, elles sont photoconductrices, c'est-à-dire que la lumière qu'elles absorbent peut être convertie en courant électrique, comme un panneau solaire. En plus, elles absorbent les infrarouges, mais ça, c'est à une condition, qu'on les fabrique de la bonne taille. En effet, ces particules ont des propriétés un peu particulières, qu'on appelle des propriétés quantiques. Le type de lumière qu'elles absorbent dépend de leur taille. Et ça, c'est une propriété qu'on ne retrouve pas dans la vie de tous les jours. Par exemple, vous lavez une chemise bleue et elle rétrécit au lavage. Eh bien, si elle avait les mêmes propriétés que mes particules quantiques, en changeant de taille, elle aurait changé de couleur. Pour mes particules, il faut donc que je les synthétise de la taille qui absorbe les infrarouges, c'est-à-dire 10 nanomètres, soit 100 000 fois plus fin qu'un cheveu. Mais il me reste un dernier problème. C'est comment arriver à collecter un courant électrique sur un objet aussi petit. C'est impossible. Il me faut quelque chose de plus gros. C'est pourquoi je dépose mes particules sous la forme d'un film et je branche les extrémités à un appareil qui mesure le courant électrique. Il me reste alors à m'assurer que si une lumière infrarouge est absorbée au milieu du film, le courant électrique qu'elle générera arrivera à sauter d'une particule à l'autre, rejoindre l'extrémité du film et être détecté. Si j'y parviens, on peut espérer que d'ici quelques années, on trouve des caméras à infrarouge dans nos voitures. Merci beaucoup. Bertille Martinez. Donc, dans quelques années, quand vous changerez de voiture, pour une voiture équipée de caméras infrarouges, vous pourrez avoir une pensée émue pour Bertille Martinez et pour cette édition 2019 du concours Ma thèse en 180 secondes de Sorbonne Université.
Candidat suivant, Jesse Riedel. Tu appartiens à l'école doctorale chimie physique et chimie analytique et le titre de ta thèse est « Dispersion de nanoaimants dans des liquides ioniques pour des applications thermoélectriques ». Mesdames et messieurs, Jesse Riedel. On connaît tous cette situation. On a besoin de notre téléphone, mais la batterie est vide. C'est embêtant, on est d'accord? Et à chaque fois, je me suis dit, ça serait bien de pouvoir recharger mon téléphone avec une source d'énergie toujours disponible. Et il ne faut pas chercher très loin. Notre peau, elle est toujours chaude, vers 34 degrés, et l'air extérieur presque toujours plus froid. C'est cette différence de température que je veux transformer en électricité. Et ça s'appelle la thermoélectricité. Et comme vous voyez sur mon image, un chargeur thermoélectrique a toujours un côté chaud et un côté froid, comme une pile, un côté plus et un côté moins. Et les deux côtés, ils sont séparés par un matériau. Et ces matériaux, c'est le cœur de ma thèse. Mais de le fabriquer, c'est vraiment pas facile. Mon idée, c'est d'utiliser des nanoparticules chargées. Et c'est des grosses boules noires sur mon image. Et ces particules, ils sont généralement attirés par le froid. Comme moi, je suis attiré par une bonne bière fraîche quand il fait chaud. Et comme des particules sont chargées, leur mouvement va créer une tension électrique. J'ai appris à fabriquer ces particules avec un matériau pas cher et qu'on trouve partout, de l'oxyde de fer, une sorte de rouille. Le problème, c'est qu'on doit placer les particules dans un liquide pour bien les disperser. Et ces liquides doivent bien maintenir la différence de température entre les deux côtés de notre chargeur. Et l'eau fait ça très bien. Si on pense à l'été où la surface d'un lac, elle est bien plus chaude que le fond. Mais il faut aussi une bonne conductivité d'électricité. Et là, l'eau, c'est pas très bonne. En revanche, si on ajoute un sel, l'eau devient conducteur d'électricité. Parce qu'un sel, ça contient des charges. Et c'est exactement ce que je veux exploiter. J'ai donc choisi d'utiliser un sel qui est liquide à température ambiante. Et ça s'appelle un liquide ionique. Ce sont des petites boules oranges et vertes sur l'image. Il reste un dernier problème. Les particules se comportent comme des petits aimants. Ils s'attirent, ils rentrent en contact et ils tombent au fond. Un peu comme Caris et Booba à l'aéroport d'Orly. Ouais. Et là, le chargeur ne fonctionne plus. Pour éviter ça, on peut changer la surface des nanoparticules. J'ai trouvé qu'on peut les enrober avec une couche protectrice compatible avec le liquide ionique pour éviter que les particules rentrent en contact. Un peu comme moi sur la photo au Bubble Foot. Je suis enrobé par une couche et personne ne peut plus me toucher. Il me reste encore à trouver les meilleures combinaisons de composants pour qu'un jour, vous puissiez recharger votre téléphone avec la chaleur de votre peau. Merci beaucoup. Sur le buzzer, parfait. Pas un mot au-delà du buzzer. Merci beaucoup, Jesse. Qui a dit que chaleur humaine et nouvelles technologies ne faisaient pas bon ménage, franchement? En tout cas, on a l'ébauche ici d'une belle réconciliation entre les deux. 6e candidat ce soir, c'est une candidate. J'appelle Evina Selaya. Elle appartient à l'école doctorale Cerveau, Cognition, Comportement et le titre de sa thèse est « Le noyau sous-thalamique, fonction et dysfonction dans la maladie de Parkinson ». Mesdames et messieurs, Evina Selaya. Saviez-vous que votre cerveau fonctionne par le biais de l'électricité? Éveillé, votre cerveau peut alimenter une ampoule de 25 watts. Cela pourrait être une révélation pour les écologistes, mais pour mon âme de jeune neuroscientifique, l'objectif est tout autre. Jouer avec cette électricité pour trouver des thérapies innovantes. Par exemple, pourrait-on induire une activité électrique
pour traiter certains dysfonctionnements cérébraux. Oui, c'est ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. Cette stimulation consiste en l'implantation de 2 électrodes à l'intérieur du cerveau qui va venir connecter à un stimulateur qui va venir stimuler électriquement en continu le cerveau, un peu comme à l'instar d'un pacemaker pour le cœur. Cette technique est proposée notamment chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, pour lesquels le traitement médicamenteux provoque des effets secondaires. Oui, on les électrocute, c'est digne d'un film de science-fiction, mais ce n'est pas dénué de risques. Après quelques années, cette stimulation provoque également des effets secondaires, comme des troubles de la marche ou de l'équilibre. La stimulation en continu chez les patients parkinsoniens n'est pas adaptée à leur quotidien. À titre de comparaison, c'est un peu comme si vous rouliez en continu à 130 km/h sur n'importe quel type de route. En temps normal, vous adaptez votre vitesse au type de route et à la route empruntée. Et à la route empruntée, pour éviter ces désagréments, il faudrait trouver une activité électrique cible. Je m'explique. Il faudrait que la stimulation soit précise et qu'elle soit active dans la stimulation. Pardon. Je vais reprendre mes esprits. Donc, il faut trouver une activité électrique cible. Donc, j'ai enregistré l'activité électrique chez 54 patients dans une région bien précise, qui est le noyau sous-thalamique. Je me suis intéressée à plusieurs paramètres de cette activité, la fréquence et la puissance, pour chacun de ces patients. Et là, je me suis confrontée à plusieurs obstacles. Notamment, la fréquence et la puissance étaient très variables chez ces patients. Mais j'ai persévéré pendant 3 ans et j'ai trouvé que l'activité était liée aux symptômes des effets secondaires. Et c'est une pierre qui va permettre de créer une stimulation personnalisée dans un futur proche pour les patients qui vont pouvoir se diriger à allure, à une vitesse adaptée sur l'autoroute du bonheur. Merci beaucoup. Merci. Evina Selaya. Transmettre sa passion, c'est aussi s'exposer à une grande émotivité forcément dans ces moments-là. Et bravo, parce que tu as réussi à respecter le chronomètre, à t'adapter, à rester avec nous d'un bout à l'autre. Vraiment, chapeau pour ta prestation. Merci beaucoup. Septième candidate ce soir, j'appelle Eslem Benarous. Elle nous vient également du Muséum national d'histoire naturelle, l'école doctorale Sciences de la nature et de l'homme, écologie et évolution. Le titre de sa thèse est le plus long de la soirée, c'est pour ça que je suis obligée de changer de fiche. Donc, le titre de sa thèse est « Chronologie des peuplements d'Homo sapiens en Afrique du Nord-Ouest au Pléistocène supérieur, approche chronologique multiméthode appliquée au site de Rabat Temara ». Mesdames et messieurs, Eslem Benarous. Un archéologue ressemble plus à Sherlock Holmes qu'à Indiana Jones. C'est un détective qui doit résoudre une enquête dont les faits se sont déroulés il y a des milliers d'années. Et pour ça, pas besoin de fouet. Mon travail est d'utiliser des méthodes de datation afin de donner un âge précis à des indices archéologiques provenant d'une scène de fouille. Pour vous illustrer ceci, suivez-moi dans mon enquête qui commence au nord du Maroc. Les archéologues y ont découvert des grottes préhistoriques. Et en y fouillant, ils y ont trouvé des couches de sable qui renfermaient des os humains et des silex taillés. En les étudiant à la loupe, les archéologues ont compris que 2 peuplements préhistoriques d'Homo sapiens ont habité ces grottes à des moments différents. Et pour comprendre pourquoi il y a eu différents locataires dans ces grottes, il faut savoir quand ce changement a eu lieu. D'abord, je choisis les indices à dater.
je ne peux pas prélever les os humains, trop précieux, car les méthodes de datation que j'utilise sont destructives, un vrai massacre en perspective. Alors que prendre? Eh bien, dans ces grottes, on trouve des poubelles contenant les déchets de repas de nos ancêtres. Et en y fouillant, j'y ai prélevé des dents de gazelle pour les couches anciennes et des charbons de bois pour les couches récentes. En laboratoire, je croise 2 méthodes de datation. L'une d'elles est le carbone 14, qui permet de dater les charbons de bois. Mais l'utiliser pour dater les dents de gazelle anciennes, impossible, car cette méthode ne peut pas aller au-delà de 50 000 ans. Alors que faire? Eh bien, c'est là qu'une autre méthode, l'ESR, entre en scène. Elle peut dater des objets 20 fois plus vieux que ce que permet le carbone 14. Je m'explique un peu plus. Sous l'effet de la radioactivité naturelle présente dans ces grottes, de l'énergie va être piégée dans l'émail dentaire de ces dents. Et en laboratoire, avec l'ESR, on peut et la détecter et la mesurer. Plus l'objet est ancien, plus il y a d'énergie. Et en utilisant les bons outils mathématiques, je peux convertir ces énergies en âge. Et parfois, il me faut 6 mois en moyenne pour dater une dent fossile. Et oui, la datation, ça vous donne un temps, mais surtout, ça vous en prend. Enfin, en plaçant tous mes indices datés sur mon mur d'enquête, j'en ai déduit que dans ces grottes, il n'y a pas eu de présence humaine entre 40 000 ans et 15 000 ans avant notre ère. Des chercheurs ont étudié le climat passé. Et cette période d'absence coïncide avec une époque très aride, en tout cas. L'hypothèse la plus probable est que, dans ces grottes, les premières populations ont migré à cause d'une modification de l'environnement et des ressources alimentaires. 20 000 ans plus tard, d'autres populations sont revenues y habiter, peut-être à cause d'un climat plus favorable. Cette enquête n'est qu'une pièce d'un grand puzzle, car d'autres sites restent à explorer pour valider ces hypothèses et peut-être construire des cartes de migration préhistoriques plus précises dans le temps. 180 secondes, c'est le temps qu'il m'a fallu pour vous expliquer ma thèse. Mais l'histoire de nos ancêtres n'est pas une brève histoire du temps. Merci beaucoup. Sur le fil, tout va bien. Eslem Benarous. Merci beaucoup. Alors, juste avant d'appeler la candidate suivante, la dernière pour cette première partie de soirée, je voulais revenir sur quelque chose qui a été évoqué lors des discours introductifs et notamment par les membres du jury. C'est de rappeler que la recherche, c'est aussi des coopérations scientifiques entre différentes équipes et cette coopération, elle n'a pas de frontières. La richesse de Sorbonne Université, c'est aussi ses collaborations internationales et son investissement dans l'accompagnement de doctorants en co-tutelle avec des universités étrangères. Et c'est grâce à cela que nous pouvons ce soir bénéficier de la présence et de l'intervention de Nour Al-Rifaï, 8e candidate à se présenter devant vous ce soir, que je vous demande d'encourager. Si je ne dis pas de bêtises, tu effectues ta thèse donc en co-tutelle entre l'Université du Liban et Sorbonne Université. Très bien. Nour Al-Rifaï appartient à l'école doctorale Pierre-Louis de Santé publique, épidémiologie et sciences de l'information biomédicale. Le titre de sa thèse est « Partitionnement huile perfluorocarbone dans des nanogouttelettes pour des applications théranostiques ». Mesdames et messieurs, Nour Al-Rifaï. Savez-vous que le médicament injecté dans notre corps va se répartir partout et que juste une petite quantité de ce médicament va atteindre l'organe ciblé? Et on est le même pour les tissus cancéreux, car le médicament anticancéreux n'arrive pas à différencier entre tissus sains et tissus cancéreux, d'où ce médicament présente une source d'effets secondaires aux organes sains et aux patients, ce qui limite sa fonction thérapeutique en diminuant la dose reçue par les cancers et en augmentant les maux des patients qui méritent un traitement plus efficace et moins douloureux. Ce qui nous pousse à chercher un point faible dans les tissus cancéreux, où on a trouvé que la structure des vaisseaux sanguins entourant les tissus cancéreux est différente de celle des tissus sains. Pour un tissu sain, ces vaisseaux forment un tuyau imperméable, tandis que pour des tissus cancéreux,
Ce tuyau présente de nombreuses ouvertures. Donc, j'ai décidé de jouer sur ces points faibles afin de trouver une solution pour traiter les tissus cancéreux sans affecter les tissus sains et en augmentant la dose reçue par les tumeurs. On peut traiter les tissus cancéreux par ciblage. Un ciblage où j'utilise des nanogouttes, mais pas n'importe quelle nanogoutte. Et mes nanogouttes vont être de la taille d'environ d'une centaine de nanomètres, qui leur permettent de passer par les ouvertures des tuyaux des vaisseaux sanguins des tumeurs. Mes précieuses nanogouttes sont formées des gouttes d'huile dans l'eau en suspension. Et c'est dans l'huile où je veux encapsuler le médicament anticancéreux. Et pour les stabiliser, je leur ajoute des émulsifiants. Une fois mes nanogouttes sont prêtes, je les injecte dans le sang. Mais il me faut un moyen pour ouvrir mes nanogouttes et libérer le médicament juste aux tumeurs. Heureusement, il y a les ultrasons. Les ultrasons sont en fait une onde qui induit des compressions et des dépressions, entraînant la libération du médicament anticancéreux. L'avantage d'utiliser des nanogouttes qui seront activées par les ultrasons réside dans le fait que je peux contrôler le taux de médicaments libérés ou j'augmente la dose reçue par les tumeurs sans affecter les tissus sains tout en minimisant les effets secondaires. Et je fais tout ça d'une façon ciblée, non invasive, rapide et moins douloureuse. Merci. Merci beaucoup. Nour Al-Refaï. Je vous demande d'accueillir et d'encourager Cardilia Simon. Cardilia, tu appartiens à l'école doctorale Cerveau, Cognition, Comportement et le titre de ta thèse est « Thérapie génique universelle pour soigner la rétinite pigmentaire ». Mesdames et messieurs, Cardilia Simon. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous poser une petite question. Que vous vient-il à l'esprit si je vous dis les mots bâtonnet et cône ? Je suis certaine que les plus gourmands d'entre vous ont pensé à la glace. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de glace, mais de la vision. Et oui, les bâtonnets et les cônes sont des cellules présentes dans notre œil et nous permettent de voir. Les bâtonnets nous permettent de voir la nuit et les cônes nous permettent de voir le jour. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors concrètement, à l'intérieur de ces cellules, nous avons une cascade de 9 molécules, comme vous pouvez le voir en haut, qui fonctionnent nuit et jour. Lorsque la lumière arrive dans l'œil, ces petites molécules vont capter la lumière et se transmettre le message pour amplifier et transformer cette lumière en un seul message qui va arriver jusqu'au cerveau. Par contre, s'il y a une anomalie dans le bon fonctionnement de ces cellules et de ces molécules, alors la cascade s'arrête. C'est le cas pour plus de 30 000 Français, petits et grands, qui sont atteints d'une maladie génétique rare que l'on appelle la rétinite pigmentaire. Dans cette maladie, un des gènes qui dicte à la cellule ce qu'elle doit faire est muté, tout comme dans la série des mutants X-Men, qui par une mutation sont différentes des personnes ordinaires. Mais contrairement à ces mutants X-Men qui ont des super pouvoirs, les patients porteurs de ces mutations perdent leur vue petit à petit. D'abord, ils perdent la vision de nuit, car les bâtonnets commencent à disparaître. Ensuite, ils ont une diminution du champ de vision le jour, car les cônes disparaissent à leur tour. Et au final, ils deviennent aveugles. Comment pourrait-on faire pour les aider ? Réparer le gène, par exemple. C'est possible. Pour cela, on pourrait corriger le gène muté avec la version saine de ce gène, tout comme lorsqu'on corrige une faute d'orthographe dans un mot. Cette technique a un nom, c'est la thérapie génique. Et elle a connu plusieurs succès cliniques ces dernières années. Mais le problème, c'est que ça coûte cher de corriger chaque mutation de gène et ça demande aussi beaucoup de temps. De plus de la moitié des gènes responsables de la rétinite pigmentaire sont aujourd'hui encore inconnus. Le plus intéressant serait donc de développer un traitement pour soigner les symptômes de cette maladie, peu importe la mutation. On est bien d'accord sur ce point. C'est ce que j'essaye de faire depuis 2015. Au lieu de chercher la cause chez chaque patient, j'ai étudié la cascade de 9 molécules dans un modèle de souris de rétinite pigmentaire. Et à partir de toutes ces informations, j'ai réussi à créer une mini cascade avec seulement 2 éléments, comme vous pouvez le voir en bas,
une molécule capable de capter la lumière et une autre molécule capable de transformer et transmettre le message au cerveau. L'injection de ces deux molécules dans l'œil de la souris a permis d'améliorer la vision pendant plusieurs semaines. C'est une très belle piste thérapeutique, car quelques semaines d'efficacité thérapeutique chez la souris, écoutez bien, correspond à plusieurs années chez l'homme. Je rêverais qu'un jour ces résultats permettront d'établir un gène médicament qui puisse aider ces patients atteints de rétinite pigmentaire à préserver leur vue et à voir plus longtemps. Merci. Merci beaucoup. Cardilia Simon. Une belle manière d'ouvrir donc cette seconde partie de l'édition 2019 du concours Ma thèse en 180 secondes de Sorbonne Université. 10e candidat ce soir, j'appelle Geoffrey Migaud. Bonsoir. Geoffrey appartient à l'école doctorale physique d'Île-de-France et le titre de sa thèse est « Enregistrement de l'activité neuronale du cerveau entier durant un processus multisensoriel chez la larve de poisson-zèbre ». Mesdames et messieurs, Geoffrey Migaud. Piloter un avion, c'est pas facile. C'est pour ça que dès le début de l'aviation, on a créé des simulateurs de vol. Donc il faut imaginer un cockpit avec des écrans qui vous font croire que vous êtes sur la piste de décollage, prêt à vous envoler. Mais voilà, si vous apprenez seulement avec cette information visuelle et que vous essayez de conduire un avion dans les conditions réelles, vous vous rendrez rapidement compte qu'il vous reste encore beaucoup à apprendre. C'est qu'il vous manque une information essentielle durant votre apprentissage, l'information vestibulaire, qui vient d'un organe situé dans votre oreille interne et qui vous donne toutes les informations sur la position de votre corps dans l'espace. C'est pour ça que les simulateurs de vol peuvent bouger dans toutes les directions afin de recréer les conditions les plus réelles possibles. C'est que votre cerveau, pour apprendre, a besoin d'un maximum d'informations. Ces informations viennent des différents organes sensoriels de votre corps. Ici, ce sont les yeux et le système vestibulaire. Et la question que je me pose, c'est savoir, mais comment le cerveau fait-il pour traiter ces deux informations ? Les scientifiques se sont déjà posé la question, mais en ne regardant que quelques neurones seulement. Mais les processus multisensoriels impliquent différentes régions du cerveau et donc des milliers de neurones. C'est un peu comme si vous essayiez d'étudier le trafic du réseau parisien en ne regardant qu'une seule voiture. Alors que si vous pouvez suivre toutes les voitures d'un seul coup, vous obtiendrez très rapidement le réseau au total, ainsi que la dynamique et les interactions entre toutes ces voitures. Eh bien, c'est exactement ce que je veux faire. Mesurer l'activité de chaque neurone du cerveau en même temps. Et le seul vertébré qui permet de faire ce type d'expérience aujourd'hui est la larve de poisson-zèbre, car elle est totalement transparente et son cerveau mesure moins d'1 millimètre. Elle est donc parfaite pour placer sous un microscope et regarder son cerveau d'un seul coup. La première étape de ma thèse a été de construire un simulateur de vol pour larve de poisson-zèbre. L'idée est exactement la même, sauf que la larve est placée dans un petit aquarium et fixée grâce à un gel d'agarose, comme le pilote attaché à son siège. J'ai aussi ajouté un écran tout autour de la larve pour lui simuler un environnement visuel. La seconde étape de ma thèse a été d'ajouter une option en plus. J'ai miniaturisé un microscope embarqué qui permet de photographier différentes couches du cerveau. Ainsi, j'obtiens une image 3 dimensions du cerveau avec une 4e dimension, le temps, qui me donne accès à la dynamique des neurones. Grâce à cette expérience, j'ai pu mesurer pour la première fois la dynamique neuronale lorsque la larve est déplacée à gauche ou déplacée à droite. Mon objectif est de compléter cette carte avec la dynamique neuronale lorsqu'il y a un environnement visuel autour de la larve. Grâce à cela, je pourrais trouver quels sont les neurones qui sont actifs dans les deux cas et comprendre comment ce cerveau, composé de quelques 100 000 neurones, traite l'information sensorielle. Merci. Merci beaucoup. Geoffrey Migaud. Alors, cette histoire de simulateur de vol, cette impression d'y être sans y être, me donne envie juste de faire un tout petit clin d'œil aux internautes qui peuvent nous suivre en direct sur le web, avoir l'impression d'y être sans y être. Voilà, tout ça, ils le doivent, et nous le devons aussi, à l'aide précieuse des équipes techniques du Centre de production multimédia et de la direction logistique de Sorbonne Université. Un grand merci à vous et pour toute la technique assurée ce soir.
Candidate suivante, 11e de la soirée, j'appelle Amy Kyle. Amy appartient à l'école doctorale Concept et Langage et le titre de sa thèse est « La partie du whist, l'opérette inconnue de Pauline Viardot et une nouvelle formule du génie ». Mesdames et messieurs, Amy Kyle. Imaginez que vous avez une fille surdouée en musique. Elle joue, elle improvise, elle compose. Comme ses compositions sont belles. Vous allez à la Philharmonie pour voir ce qui a déjà été écrit par les grands compositeurs. Mais votre fille regarde le programme et remarque tout de suite qu'il manque les compositrices. Vous cherchez sur Google et vous trouvez cette image. Enfin, votre fille vous demande « Est-ce que c'est possible d'être compositeur tout en étant une femme ? Les compositrices du génie existent-elles ? Bien sûr que oui, mais malgré leur talent, elles restent inconnues aujourd'hui. Les créations artistiques jusqu'au XXe siècle étaient réservées exclusivement pour les hommes. Alors les compositrices restent à la marge de l'histoire. On vient de découvrir que certaines compositions de Bach étaient sûrement écrites par sa femme. Et certaines compositions de Fanny Mendelssohn étaient attribuées longtemps à son frère. Alors, il reste un monde de la musique inconnu, beau et extraordinaire que nous n'entendons pas, la musique des compositrices. Dans ma thèse, je mets en avant une compositrice qui tient sa place centrale dans le monde de la musique au XIXe siècle. Liszt l'a déclarée génie compositrice. Elle conseillait même Berlioz, Saint-Saëns, Chopin et d'autres sur leurs compositions. Je vous présente Pauline Viardot. Elle nous a laissé plus de 450 compositions. Ce n'est pas rien. Chopin a composé moins de 300 œuvres. Bon, je propose que nous revenons sur la définition du génie musical et sur la base de 3 opérettes de Pauline Viardot. Je décortique ces opérettes pour pointer les détails de son talent. Je mets en lumière l'équilibre et la fluidité de ses compositions, la marque de fabrique de son génie. Je mets en avant les motifs clés qui nous guident comme par magie à travers l'histoire de chaque morceau. Si nous souhaitons élargir notre point de vue sur le génie musical, nous devrons prêter attention aux compositrices. Une femme surdouée, créative comme Viardot a des obstacles pour être accueillie et pour être acceptée dans le canon de la musique classique, car le porte d'entrée est gardé par les traditions centrées sur l'homme. En étudiant Pauline Viardot, je vous présente une musique inconnue, mais en néanmoins le comble de l'art. Cet éclairage sur un aspect méconnu de l'histoire de la musique ouvrira, j'espère, une porte pour les jeunes filles à venir. Et comme ça, nous pouvons montrer aux prochaines générations que le génie musical n'a pas de sexe. Merci beaucoup. Amy Kyle. Alors franchement, passer avec autant de facilité de la larve de poisson zèbre au génie musical au féminin, je crois qu'il n'y a qu'avec ma thèse en 180 secondes qu'on peut réussir ce genre de prouesse, et c'est bluffant. Candidate suivante, je vais demander à Sarah Lamaison de me rejoindre. Bonsoir. Sarah, tu appartiens à l'école doctorale chimie moléculaire et le titre de ta thèse est « Système électrocatalytique pour la réduction du CO2 en carburant ». Mesdames et messieurs, Sarah Lamaison. Dans les 180 prochaines secondes, 30 millions de litres de pétrole vont être consommés. Ce qui nous amène à 2 problèmes. 1, l'épuisement des ressources fossiles et de leurs dérivés, les carburants au sens large, éthanol, butane de votre camping-gaz, méthane, essence. Et 2, l'accumulation du CO2 atmosphérique dû à leur combustion.
En effet, d'un point de vue chimique, un carburant, ce n'est autre qu'une longue chaîne de carbone, imaginez un collier de perles, comme celui dessiné à gauche, dense en énergie. Cette énergie, elle est contenue dans les liaisons, le fil, entre les carbones, les perles, si bien que lorsque vous brûlez du carburant dans votre moteur de voiture, vous cassez ces liaisons en libérant de l'énergie et des déchets, les CO2, c'est-à-dire les perles à quelques oxygènes près. Donc s'il est possible de dégrader ces carburants pour en extraire de l'énergie, pourquoi ne pas les régénérer ensuite à partir de CO2 et, rêvons un peu, d'énergie renouvelable? Ce faisant, on n'aurait plus besoin d'extraire de pétrole, puisqu'on aurait déjà un cycle énergétique durable. Donc. Alors bien sûr, cette réaction, elle représente un véritable défi scientifique, parce qu'il faut confiner les CO2, puis leur fournir, sans perte, l'énergie minimale nécessaire à les recombiner. Pour cela, il nous faut designer des supports facilitant cette réaction. C'est ce que je fais en développant des électrodes contenues dans cette boîte au centre, et qui sont des plaques métalliques bien spéciales, c'est pas si simple, à la surface desquelles la réaction va pouvoir se produire. La nature chimique et la structure de ces électrodes sont les deux paramètres sur lesquels je joue pour déterminer 1. Le type de carburant produit et 2. L'efficacité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ma réaction va se produire. Et cette vitesse, elle est cruciale en vue d'un déploiement industriel. Parce que, je le redis, ici, notre point de comparaison, ce ne sont pas moins de 30 millions de litres de pétrole en 180 secondes. Donc, ce sont des capacités de production absolument démentielles. Alors, durant ma première année de thèse, j'ai développé des électrodes à base d'alliage zinc-cuivre, en haut à gauche, présentant une porosité extrêmement fine. Cette porosité extrêmement fine, unique et inattendue, que l'on a brevetée d'ailleurs, elle leur confère une très grande surface de réaction et donc une capacité à conduire très vite ce recyclage de CO2 en carburant. Alors maintenant, qu'en faire de ces électrodes? Eh bien, l'étape suivante va consister à les coupler à des panneaux solaires de sorte à aboutir à une preuve de concept d'un système de production complet de carburant renouvelable. Renouvelable pourquoi? Parce qu'ils n'auront besoin que de 2 matières premières pour être produits, du CO2, de l'air, et du soleil. Alors au travail. Merci. Merci beaucoup. Sarah Lamaison. Alors, la transition est peut-être un peu facile, mais je vais profiter du sujet de Sarah et de l'évocation d'un sujet et d'un enjeu environnemental planétaire pour justement aller faire un petit détour de l'autre côté de la planète. Par la pensée en tout cas, zéro empreinte carbone du coup. Je vous propose d'aller faire juste un petit tour du côté de l'Australie, parce que c'est finalement grâce à l'université du Queensland que nous sommes tous là ce soir. L'origine de l'aventure Ma thèse en 180 secondes, elle démarre en 2008 dans l'université du Queensland qui organise pour la première fois un concours de ce type et qui rencontre tout de suite un très grand succès auprès du public. À partir de là, en 2012, c'est au Québec, par l'association francophone pour le savoir, que le concours est devenu le format Ma thèse en 180 secondes tel que vous le connaissez aujourd'hui et qu'il a commencé à se répandre au travers des pays francophones. Après cette petite pause, je vous propose d'appeler maintenant le 13e candidat de la soirée, de l'encourager. Je vous demande d'accueillir Augustin Lerebourg. Il appartient à l'école doctorale Sciences pour l'ingénieur et le sujet de sa thèse est « Apport des techniques de fabrication additive pour la réalisation d'implants à géométrie complexe. Application à la chirurgie réparatrice de la main ». Mesdames et messieurs, Augustin Lerebourg. Trinquer un verre entre amis. Quelle dose de bonheur. On a tous des moments de petit plaisir dans une journée. Vous, n'aimez-vous pas envoyer un texto à votre être aimé? Et vous, n'aimez-vous pas jouer une partie de baby-foot avec vos enfants? D'ailleurs, l'autre jour, ma maman a appris à mon neveu à jouer à la pâte à modeler et même à tricoter. Ce qui est surprenant, c'est que l'ensemble de ces activités nécessite l'appréhension de la main, qui est le fait de saisir des objets. L'élément clé, le pouce.
Mêlant danse et sculpture, les os à l'intérieur de notre poignet vont tourner, se déplacer, se transmettre le mouvement, un peu comme une chorégraphie millimétrée. Un couple articulaire entre deux os est à l'honneur ici pour initier cette valse dont le meneur est l'os trapèze. Ils se sont remodelés l'un par rapport à l'autre depuis des millénaires, nous permettant la plus grande variété de mouvements, du texto au tricot. Lors de notre vie, nos activités manuelles vont aussi façonner notre os trapèze, rendant sa morphologie totalement unique. Mais chez certaines personnes, tadadada, une pathologie vient arrêter brusquement cette danse anatomique. La rhizarthrose. Oui, la rhizarthrose. Ça fait peur, non? Elle vient déformer de façon irréversible l'os trapèze, entraînant douleur, perte de mobilité, force amoindrie. C'est le quotidien de 10% de la population, si ce n'est plus dans le futur avec les addicts au texto. Hélas, j'en fais partie. Ne rêveriez-vous pas alors que votre os retrouve ses belles courbures d'antan et reprenne la danse de plus belle? C'est exactement ce que j'essaye de faire dans ma thèse. Créer un implant ayant la morphologie de votre os rajeuni. Un peu comme un lifting osseux. Remodeler un os est impossible, me diriez-vous, ce n'est pas de l'argile. Ma solution consiste à utiliser l'imagerie médicale. Je peux ensuite m'appuyer sur votre os déformé pour redessiner chacune des surfaces fonctionnelles de votre os. Je joue en quelque sorte à la pâte à modeler numérique. Oui, comme mon neveu. En modifiant mes paramètres géométriques, j'ai réussi à trouver en finesse l'élégance des courbures spécifiques de votre jeunesse. Mais ce n'est pas tout. Comment rendre réelle ma sculpture numérique? L'impression 3D métal est le souffle qui donne corps à mon œuvre. Par rayon laser, elle fait passer la matière de l'état de poudre à une structure complexe 3D, couche par couche. J'étudie ensuite les modifications induites par ce rayon laser sur la matière dans son architecture. Comme la prothèse doit être implantée, j'analyse également sa biocompatibilité et sa résistance à l'usure. Avec l'aide d'un chirurgien, j'ai mis au point la technique d'implantation sur cadavre. Augustin Le Rebourg. Sur le fil. Alors du texto au tricot, je pense que vous ne pourrez que penser à Augustin lors de toutes les prochaines actions qui impliqueront un mouvement de votre pouce. Et Augustin est le deuxième candidat ce soir à venir de l'Université de technologie de Compiègne et à avoir donc bravé les problèmes de train pour pouvoir participer à ce concours aujourd'hui. 14e candidate ce soir, Pauline Monod. École doctorale, complexité du vivant. Le titre de ta thèse est « Rôle des forces mécaniques dans la construction du circuit olfactif du poisson zèbre ». Mesdames et messieurs, Pauline Monod. Dans mon laboratoire, on se pose une question assez simple et que vous avez sûrement déjà posée, qui est « Comment on fait les bébés ?» Alors, au-delà de la réponse un peu évasive que les parents font à leurs enfants, nous, on se demande vraiment comment, à partir d'une cellule œuf fécondée, on arrive à faire des organismes entiers tels que vous et moi. Ce qui m'intéresse plus particulièrement au cours du développement embryonnaire, ce sont les neurones, les cellules qui transmettent l'information. Comment se positionnent-ils au bon endroit dans l'organisme et se connectent-ils correctement les uns avec les autres pour former des circuits fonctionnels? Ces questions ont déjà été bien étudiées d'un point de vue chimique, avec la découverte de molécules qui guident les neurones. Mais la nouveauté de mon projet est de regarder le rôle des forces mécaniques dans la mise en place des circuits neuronaux. Pour cela, j'utilise le modèle du poisson zèbre, comme vous pouvez le voir ici à gauche, avec des images prises soit de face, soit sur le côté. Ces images ont été prises à environ 1 jour après la ponte, et en zoomant sur la tête de l'embryon avec le microscope, comme sur l'image au centre, on peut voir le cerveau qui se développe, avec de chaque côté les yeux qui se forment, et au-dessus, les futures narines du poisson. Dans la narine du poisson zèbre,
les neurones migrent en s'éloignant de la surface du cerveau tout en allongeant derrière eux un long bras, l'axone, grâce auquel ils se connectent avec les cellules du cerveau. C'est l'image qu'on peut voir à droite. Les neurones, tout comme les autres cellules, ont des mécanismes intrinsèques qui leur permettent de migrer et d'avancer dans leur environnement. Dans le cas des neurones de la narine, surprise, même lorsque ces mécanismes intrinsèques ne fonctionnent pas, les neurones avancent et étendent leur axone pour se connecter avec le cerveau. C'est un peu comme si on regardait une voiture sur un terrain plat dont le moteur est cassé et qu'on la voyait quand même avancer. On peut alors penser à deux hypothèses. Soit il y a des gens qui poussent la voiture, ou alors il y a des gens qui la tirent. C'est la même chose pour les neurones de la narine. On pense que ce sont les cellules de l'œil qui se situent en dessous, qui tirent les neurones de la narine sur le côté, entraînant l'allongement de leur axone, grâce auquel ils se connectent avec le cerveau. Pour vérifier cette idée, j'ai regardé des embryons qui ont une mutation génétique et qui ne forment pas d'œil. Et j'ai vu que sur ces embryons, les neurones de la narine n'avancent pas. Ces résultats viennent confirmer notre hypothèse selon laquelle les cellules de l'œil tirent les neurones de la narine et montrent qu'il n'y a pas que les molécules chimiques qui sont importantes au cours du développement, mais aussi les forces mécaniques. Alors, au-delà de la narine du poisson zèbre, mieux comprendre le rôle des forces mécaniques au cours du développement apportera un nouvel éclairage sur les maladies du système nerveux. Alors, que la force soit avec vos neurones. Merci beaucoup. Pauline Monod. Elle était la 14e candidate ce soir. Donc 14 candidats sont déjà passés. 14 candidats et 2 poissons zèbres quand même. Ça va vite. Ça va très vite, en tout cas pour nous. Je ne suis pas sûre que Boris et Alexandra, qui attendent encore leur tour pour passer, aient tout à fait le même sentiment en ce moment. Alors par respect pour eux, je vais aller très vite pour vous dire que si vous voulez profiter encore un petit peu plus des prestations que vous avez vues ce soir, si vous voulez les revoir pour les savourer en détail, pour les partager autour de vous, d'ici quelques jours, quelques semaines peut-être, l'intégralité de cette soirée sera disponible sur la chaîne YouTube de Sorbonne Université. Donc n'hésitez pas à en profiter à nouveau. Fin du calvaire, promis. 15e candidat ce soir, j'appelle Boris Vinogradov. Boris appartient à l'école doctorale Histoire moderne et contemporaine. Le titre de sa thèse est « L'industrie automobile française en Russie de 1954 à nos jours ». Mesdames et messieurs, Boris Vinogradov. Et si je vous parle de la Russie, vous pensez à quoi? Des étendues gelées, des ours, des immenses territoires. Bon, et pour ce pays-là, vous voyez quelle voiture? Là, vous risquez d'être surpris. Si je vous dis Renault, oui, Renault. Bon, on ne parle pas des petites Renault Zoé, on est d'accord, mais imaginez-vous que Renault est présent en Russie depuis plus de 100 ans. Elle contrôle la plus grande usine automobile de la Russie. Pour en arriver là, non, je vous rassure, aucune corruption. Ils ont mis en place une stratégie. Ils ont mis en place une stratégie gagnante. Pour la comprendre, pour la suivre, il faut être à la fois historien et économiste. Et ça, c'est mon métier. En combinant les recherches, les méthodes de travail d'historien, d'économiste, j'analyse les stratégies commerciales et leur évolution dans le temps. Comme si c'est le cas de Renault, comme si c'est le cas de Renault. Ils sont venus en Russie au début du XXe siècle. Ils ont su trouver des bonnes stratégies pour réussir. Pour trouver les clés de réussite de Renault en Russie, je vais dans les archives. Je pourrais vous raconter toutes les histoires drôles avec les archives russes, avec des gardiennes de l'époque de Staline qui protègent soigneusement le secret de l'État. Mais cette étape est vraiment indispensable pour suivre le cours des négociations, pour pouvoir consulter les documents statistiques. Et enfin, reconstruire le cheminement de la marque en Russie. Deuxième étape, je récolte les témoignages des personnes de chez Renault, de chez Peugeot, qui ont travaillé avec des Russes. Le temps des petites anecdotes, des histoires drôles, parmi lesquelles je pioche les détails précieux pour comprendre pourquoi Renault a réussi en Russie, tandis que Peugeot il se trouvait non. Pourquoi ce travail? Si Renault est déjà présent en Russie, oui. Mais je vous assure que cette recherche est bien utile et demandée par des autres entreprises françaises qui souhaitent entrer sur ce marché. Et là, aujourd'hui, je vais vous confier la recette de succès de Renault en 3 étapes.
Je vous demande de ne le dire à personne, je n'ai pas encore soutenu ma thèse. Donc, voilà. Premièrement, il faut savoir construire et surtout assurer les bonnes relations avec Poutine, avec les pouvoirs locaux. Deuxième chose, il faut assurer un vrai transfert des technologies pour fidéliser les Russes avec les techniques et les technologies françaises. Enfin, troisième chose, il ne faut pas hésiter à investir dans la production locale dans le pays. Bon, une fois toutes ces trois conditions sont acquises, vous réussirez en Russie. Et pour la suite, je vous propose de couvrir ma thèse. Et comme ça, on va apprendre ensemble comment des Français ont réussi la bataille en Russie. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Boris Vinogradov. Seizième candidate ce soir, qui a attendu patiemment. Je vous demande d'encourager Alexandra Sauvetre. Alexandra appartient à l'école doctorale Physique et Chimie des matériaux et le titre de sa thèse est « Nouvelle méthode de révélation de traces papillaires par diffusion en spray de cyanoacrylate fluorescent à température ambiante. Dispositif opérationnel pour les forces de l'ordre ». Mesdames et messieurs, Alexandra Sauvetre. Un crime a été commis. Serait-ce le colonel Moutard dans le salon avec le chandelier? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir et ce soir, nous allons mener l'enquête. C'est parti, je vous propose de plonger avec moi dans le monde fascinant de la criminologie. Pour débuter notre enquête, il nous faut tout d'abord trouver des preuves, mais pas n'importe lesquelles. Ce qui nous intéresse ce soir, ce sont les empreintes digitales. Et elles sont partout autour de nous, visibles et surtout invisibles. Mais déjà, à cet instant précis, je suis sûre que vous avez tous en tête les prouesses scientifiques de NCIS ou encore des experts. Révéler des empreintes semble tout à coup une mission presque banale. Oui. Mais encore vous faut-il, guidé par votre seule intuition, à pressentir les endroits où elles peuvent se trouver. Comment allons-nous donc procéder pour trouver toutes les empreintes d'une scène de crime aussi étendue que la salle où nous nous trouvons ce soir? Et la première chose qui vous vient en tête, c'est la fameuse poudre que l'on applique à l'aide d'un pinceau. Seulement, après avoir trouvé quelques traces dans les endroits que vous aurez choisis, vous serez sûrement déçu d'apprendre qu'une analyse ADN est impossible avec cette technique. Décidément, notre enquête piétine. C'est à ce moment que j'interviens, car faire avancer l'enquête, c'est le travail que je mène au quotidien dans mon projet, où l'enjeu est d'allier chimie et criminologie. Et pour trouver toutes ces empreintes, je développe une nouvelle méthode de révélation que j'ai imaginée sous forme de spray. Au-delà de sa facilité de transport, ce système astucieux se doit d'être doté d'une efficacité redoutable pour asperger rapidement de larges surfaces. Mais dans le même temps, je dois résoudre un vrai problème de chimie. Celui de rendre visibles les empreintes tout en préservant l'ADN. Ça tombe bien, j'ai une passion dans la vie, cuisiner. Faire de la chimie si vous préférez. Et ce soir, je vous propose de fabriquer des nouilles. Nous allons pour cela utiliser un spray avec un réactif qui colle tout sur tout, de la superglue. Et cette colle au contact des crêtes de l'empreinte va former de longues fibres en forme de spaghettis, rendant visible ce qui était alors invisible à nos yeux. Mais seriez-vous capable de voir blanc sur blanc? Difficile, n'est-ce pas? L'ajout d'une couleur à nos spaghettis nous est apparu alors comme la solution parfaite pour voir nos empreintes. Et manipuler les molécules, vous en conviendrez, c'est bien la vocation d'un chimiste. Parmi ces molécules, BodyP, c'est son nom, a été choisi pour être la vedette de la révélation d'empreintes. Sous le feu des projecteurs, notre molécule que nous avons voulu fluorescente va émettre de la lumière dans les motifs de l'empreinte. Mais hors de ces motifs, BodyP étouffe, elle ne s'exprime plus, elle s'éteint, rendant tout à coup possible une vision rêvée de nos empreintes. Mais les propriétés extraordinaires de cette molécule ne se limitent pas qu'à de la couleur, car avec elle, une analyse ADN est maintenant possible. Et ce soir, à défaut d'avoir trouvé le criminel, révéler des empreintes plus vite que son nom devient un jeu d'enfant, et ce, même dans l'obscurité la plus totale. Merci beaucoup. Alexandra Sauvetre. Plus personne ne regardera jamais une série policière de la même manière maintenant.
En tout cas, merci beaucoup. Ça fait 2880 secondes de pur bonheur que vous êtes venus partager avec nous. Merci, merci, merci. Alors, maintenant qu'ils sont tous passés, je voudrais en profiter pour faire une mention spéciale aux candidats qui, en plus de relever le défi des 3 minutes, ont relevé le défi de la langue française, qui n'est pas leur langue maternelle. Vous l'avez sans doute deviné à certains accents, mais sincèrement, la quantité de travail que ça demande déjà de résumer son sujet en 3 minutes, et en plus de le faire dans les finesses d'une langue qui n'est pas sa langue maternelle, je ne peux que vous tirer mon chapeau. Un grand bravo. Pour ne pas faire durer le suspense des délibérations plus longtemps que nécessaire, j'invite maintenant les membres du jury à quitter cette salle pour rejoindre la salle des délibérations. Merci beaucoup et bon courage à vous. Oui, vous pouvez les encourager. Maintenant, à vous, cher public, si j'ai encore quelqu'un pour lancer le chronomètre, je vais vous soumettre à l'épreuve des 180 secondes. Je vais même aller attraper ma petite clochette. Il n'y a pas de raison de vous en priver. Attention, c'est parti. Vous avez maintenant 180 secondes et pas une de plus pour voter pour le candidat de votre choix ce soir. Vous avez pour ça des bulletins de vote qui vous ont été remis. Vous pouvez cocher d'une croix votre candidat coup de cœur. Ensuite, vous pliez en deux, pas plus, s'il vous plaît. On évite les concours d'origami. C'est très joli, mais ça ajoute beaucoup de temps pour le dépouillage des votes. Dès que c'est fait, vous allez pouvoir repérer dans les rangs de charmants jeunes gens qui descendent avec un sac au bras et qui sont là pour récupérer au fur et à mesure vos bulletins de vote. Alors bien sûr, je vous rappelle, un seul vote par bulletin. La fourmilière s'active. Je sens que la pression du chronomètre fait son effet en tout cas. Il vous reste moins de 2 minutes pour transmettre vos bulletins de vote. J'en vois qui discutent entre eux. En même temps, je comprends, pas facile de faire son choix parmi ces candidats. Il y en a qui essayent de convaincre leurs voisins, peut-être. 68 secondes. L'activité semble se calmer. Quelques bras se lèvent au milieu avec des bulletins à distribuer. Il reste 30 secondes. Et je crois que je vais être obligée de vous féliciter. Manifestement, tous les bulletins de vote ont été ramassés. Un grand bravo à tous. Vous avez réussi à effectuer ce vote en moins de 180 secondes. Ne soyez pas surpris. Oui, bah oui. On va avoir droit au buzzer, je pense, d'ici quelques secondes. Le vote est clos. Ça y est, le dépouillement est terminé. Le jury a fait son choix. Donc on va procéder directement à l'annonce des résultats. Juste avant, je vais demander, s'il vous plaît, à l'ensemble des candidats de venir nous rejoindre sur scène. Alors, on va commencer par le prix du public. Le prix du public est remis ce soir par Madame Muriel Umbauer, donc directrice du Collège des écoles doctorales de Sorbonne Université. Et le prix du jury sera remis par Lionel Breton, président du jury ce soir. Madame Umbauer, je vous confie ce micro pour révéler le résultat des votes du public qui a été extrêmement serré puisque j'ai cru comprendre que ça s'était joué à 2 voix près. À 2 voix près? À 2 voix près. Seulement 2 voix? Il faut recommencer. Bon alors, pour commencer les pitchs. Donc le prix du public, donc, est-ce qu'on aura le droit de savoir en off. Non, on n'aura pas le droit. Bon.
Donc le prix du public eh bien, est attribué à Alexandra. Félicitations. Elle est d'autant plus méritante que c'est la dernière qui est passée et donc elle a dû endurer beaucoup de stress. Donc félicitations. Est-ce que tu as quelques mots à dire? Alors oui, j'ai enduré du stress, mais c'était stress de tous les candidats qui ont participé ce soir. C'est vraiment une formidable aventure. S'il y a des doctorants ici qui souhaitent participer à ma thèse en 180 secondes, je leur conseille vivement de le faire. C'est une aventure humaine, scientifique, tout. On apprend plein de choses. Et je suis vraiment contente d'avoir le prix du public ce soir parce que ça veut dire que j'ai réussi à toucher les gens avec mon sujet. Et c'était plus important. Et bon, évidemment, je voudrais remercier toutes les personnes qui me sont proches et mon directeur de thèse qui a fait l'effort de venir ce soir. Il est là. Il peut venir aussi. C'est le monsieur avec les lunettes qui se cache. Qui met ses lunettes d'expert. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Alexandra Sauvêtre, prix du public de l'édition 2019 du concours Ma thèse en 180 secondes de Sorbonne Université. Monsieur Breton, je vous laisse la parole. Merci. J'aurai le dernier mot, comme on dit quelquefois dans les émissions. Merci à tous. Déjà, j'ai conscience que l'exercice n'était pas facile, notamment pour certains d'entre vous, mais c'est pas grave, hein. Ce sera mieux la prochaine fois, plus facile. Ça n'a pas été simple. Donc, il y avait un peu de choses, un peu de mélange, de la science, un peu de culture et de choses diverses. On a tous été passionnés par une présentation qui a fait l'unanimité finalement entre nous. Donc, ce qui ne retire rien aux autres, bien évidemment, puisque les jeux étaient quand même serrés. Donc le prix du jury pour nous, ce sera, bien que pas archéologue, aucun d'entre nous, c'est Eslem Ben Arous. Alors merci au jury. Je suis assez émue et surprise parce que c'est vrai que c'est un concours qui est magnifique. On a rencontré pas mal de personnes. Excusez-moi. Vraiment, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant tout ce mois-ci, même pendant des années, pour me permettre de faire la recherche. Je remercie surtout Alexandra et puis à Claudine d'avoir pu nous encadrer pendant les jours justement de formation. Merci à tous les doctorants ici présents parce qu'il y a vraiment eu un travail d'équipe. C'est pas juste un travail individuel. Il y a vraiment eu une synergie entre nous tous. Et je remercie notamment Amy. J'ai une petite mention particulière parce qu'on a travaillé des soirées sur justement le discours. Tout ça, je remercie tous les autres aussi. Vraiment, je suis super contente de vous avoir rencontrés et d'avoir pu échanger avec vous. Et merci encore une fois au jury et aux personnes qui m'ont soutenue pendant pas mal d'années en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je voudrais juste rajouter aussi, je voudrais aussi remercier aux chercheurs du muséum qui ont fait l'effort de venir aujourd'hui me soutenir. Et notamment mon directeur de thèse qui m'a toujours soutenu depuis le master. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je voudrais quand même que les directeurs de thèse viennent aussi. Ah oui, bonne idée. Il n'y a pas de raison. Peuvent-ils venir? Les directeurs dans la thèse, c'est incroyable, de thèse présents dans la salle et qui se reconnaissent, parce que je pense priés qu'il faut de venir aussi rejoindre Alexandra et Eslem, s'il vous plaît. C'est aussi important et ils ont participé. Voilà. Merci de les applaudir.
Je suis dure avec vous, hein, mais pour la photo. Voilà. Félicitations, vous avez bien fait de venir ce soir. Merci Monsieur Breton. Merci Madame Umbauer. Peut-être vous voulez ajouter un mot ? Non, je voulais juste dire qu'on a beaucoup parlé de travail et qu'effectivement c'est un exercice. Bon, ça paraît peut-être un peu simple quand on les voit comme ça, mais c'est un exercice qui est vraiment très très compliqué. Et donc il y a beaucoup de travail comme ça a été dit. Mais ce qu'ils ont moins dit, c'est que je pense qu'ils rigolent aussi pas mal, puisque mon bureau jouxte la salle de formation. Et que à travers la cloison, j'entends le travail, mais j'entends aussi la bonne ambiance. Et donc c'est aussi un bon moment en fait qu'ils ont passé grâce à Alexandra. Et je remercie Alexandra pour ces formations. Merci beaucoup. Effectivement, ça a été un honneur de pouvoir les accompagner. J'en profite vraiment aussi pour tous vous féliciter, vous remercier de votre confiance, de votre investissement. Et je pense que vous avez atteint un degré de perfection ce soir qui aurait fait plaisir à un certain Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, c'est lui qui a dit « La perfection est atteinte non pas la perfection est atteinte non pas lorsqu'on n'a plus rien à ajouter, mais lorsqu'on n'a plus rien à retirer. » Alors merci beaucoup pour votre persévérance et votre passion pour toujours rejoindre encore un petit peu plus la perfection. Et je vous souhaite une très très belle continuation dans vos aventures de recherche et les aventures humaines qui vous attendent par la suite. Merci beaucoup. Pour féliciter et remercier l'ensemble des candidats, Sorbonne Université et notre partenaire du soir, la MGEN, vous remettent à chacun un petit lot parce que vraiment, votre investissement, votre courage, votre persévérance mérite d'être souligné et récompensé. Un grand merci. Cette 6e édition du concours Ma thèse en 180 secondes de Sorbonne Université s'achève maintenant. N'oubliez pas de retrouver les vidéos sur la chaîne YouTube de Sorbonne Université d'ici quelques jours. Très bonne soirée à tous.